Hello à toutes et à tous. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la série sur la longévité. Un des thèmes clés que j'ai envie de creuser à fond dans cette saison 3 de 108 milliards. L'enjeu à terme de la longévité, c'est de vivre plus longtemps en bonne santé. Mais avant même de se projeter sur les bénéfices à long terme, ce thème m'a particulièrement passionnée pour les bénéfices dans ma vie présente. J'ai commencé par étudier l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Et au début, je pensais pas que ça allait m'emmener aussi loin. J'ai eu l'impression d'ouvrir un coffre au trésor. Et c'est ce coffre au trésor que j'ai envie de vous partager dans cette série d'épisodes dédiés à la longévité. J'ai invité des experts du sujet qui vont nous donner des clés concrètes, mais j'ai aussi expérimenté. Vous le savez, j'évite de vous parler de ce que j'ai pas moi-même testé et appliqué dans ma vie. Et pour ça, j'ai trouvé le partenaire idéal. C'est une start-up qui s'appelle Zero Health et qui veut transformer notre manière de penser la santé et démocratiser la longévité. Grâce à Zero Health, j'ai eu accès à un check-up sanguin ultra complet, loin des check-ups habituels. J'ai aussi eu des conseils ultra personnalisés qui me permettent de savoir exactement où j'en suis côté santé et quels sont les changements que je peux mettre en place aujourd'hui pour éviter de développer certaines maladies dans le futur. Et au-delà des maladies, simplement rester au maximum de ma forme le plus longtemps possible. Avant, je savais que ça existait, ce genre de check-up, mais j'imaginais que ça coûtait une blinde, que c'était réservé aux milliardaires. Zero Health est en train de rebattre les cartes, en proposant un process ultra facile à un tarif qui n'a rien à voir avec le reste. Moins de 400-500 € versus plusieurs milliers d'euros par an. Je suis assez bluffée par ce qu'ils sont en train de construire. Et je vous recommande chaudement d'aller regarder. On vous mettra les liens dans les notes de l'épisode et vous aurez en plus un cadeau si vous venez de notre part. Et pour ça, c'est assez simple. Il suffira de rentrer le code promo 108 milliards au moment de l'inscription. 108 milliards, 108 en chiffres et milliards avec un S. Très bonne écoute. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Monia. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans cette série sur la longévité. De même. Alors, j'ai dévoré ton dernier livre qui a quand même un titre assez provocateur parce que c'est « Décider de son âge ». Jean-Marc, toi, tu es chercheur à l'INSERM à la base, oui. Et tu as beaucoup étudié le vieillissement. Ta thèse, de ce que j'ai compris, tu vas nous expliquer ça beaucoup mieux que moi, mais ta thèse, c'est que le vieillissement, c'est une maladie et c'est même la mère de toutes les maladies qu'on lie au vieillissement. Est-ce que c'est un peu ça ? Oui, effectivement, je travaille sur le vieillissement avec mon équipe depuis 2006, donc ça commence à dater un petit peu. Et à l'époque, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, alors que j'avais travaillé sur le développement embryonnaire au préalable, et puis sur les mécanismes, sur la division cellulaire, la réplication de notre ADN, etc., j'avais envie de me diriger vers ce domaine-là, et j'ai essayé d'intégrer ce que j'avais appris dans un autre domaine, et je suis parti sur le principe du fait que probablement avec le temps, nos cellules se déprogrammaient. Et donc, ça voulait dire qu'elles étaient, et ça je l'avais appris précédemment avec mon expérience sur le développement embryonnaire, c'est qu'elles étaient programmées à programmer 220 types cellulaires différents, avec une identité pour chacune, qui doivent être préservées tout au long de la vie. Et donc, se dire qu'avec le temps, peut-être nos cellules étaient déprogrammées, ça supposait aussi qu'il fallait trouver une technique pour les reprogrammer. Et c'est comme ça que tout a commencé dans mon laboratoire. Ok, alors juste pour que je comprenne bien, toi, tu as commencé du coup à étudier plutôt le développement embryonnaire, donc des bébés, enfin voilà. Les mécanismes du développement. Voilà, de l'embryon. Et tu t'es rendu compte qu'à ce moment-là, les cellules, donc c'est quoi, elles sont programmées génétiquement ? Parce qu'au départ, donc, il n'y a qu'une seule cellule, enfin, la division cellulaire de base. Absolument, il n'y a qu'un seul génome. Ouais. Et malgré tout, avec ce génome et ces 22 000 gènes, on arrive à faire 220 types cellulaires différents. D'accord. Ce qui veut dire qu'au cours du développement, petit à petit, se met en place un certain nombre d'interrupteurs devant les gènes qui vont activer ou réprimer. Et puis, c'est des combinaisons différentes qui vont conférer une identité à chacune des cellules. Et c'est pour ça qu'on a des cellules, par exemple, de différents organes, de la peau, des yeux. Absolument. Ok, d'accord. Donc toi, tu as vu ça au niveau du développement embryonnaire. Exactement. Et à un moment, tu t'es rendu compte que, au fur et à mesure de la vie d'un individu,
certaines cellules se déprogrammaient. Donc, elles ne savaient plus où elles habitaient, quelque part. Oui, ça veut dire qu'en fait, les gènes, petit à petit, s'expriment plus de la même façon. Ils sont modifiés, altérés. Certains s'expriment alors qu'ils ne devraient pas. Et donc, c'est même parfois, quand ça va trop loin, un échappement qui peut aller vers une voie de cancérisation. D'accord. Donc, en fait, c'est ce concept-là que j'ai voulu travailler. D'accord. Et donc, ça a pas mal réussi à l'équipe, puisqu'en 2011, on a pu montrer qu'avec une stratégie de reprogrammation adaptée, on pouvait reprogrammer les cellules de centenaires qui s'étaient déprogrammées, bien sûr, ou même des cellules sénescentes, et puis complètement les rajeunir et en refaire des cellules de bébés. Alors, attends, là, ça doit être une révolution pour mes auditeurs. Donc, on peut reprogrammer des cellules pour en refaire des cellules de bébés. Oui, en fait, au départ, on en refait des cellules équivalentes à des cellules souches embryonnaires qui sont à nouveau capables de tout faire, les 220 types. Donc, en fait, on est obligé au départ de passer par cet état-là, où on efface l'identité de la cellule, et ensuite on la reguide vers la cellule qu'on a envie de mettre en place, notamment pour pouvoir éventuellement faire une thérapie cellulaire, etc. D'accord. Et tu dis, on a fait ça, ton équipe en 2011 l'a fait sur des cellules animales, humaines, cellules humaines, cellules de peau prélevées d'individus qui avaient plus de 100 ans. 101 ans, c'était la cellule le plus âgée qu'on a trouvée. Et puis des cellules qui avaient été conduites dans un état particulier qu'on appelle la sénescence cellulaire. Alors, c'est quoi la sénescence ? Alors, la sénescence cellulaire, c'est en fait tout au long de notre vie, nos cellules qui doivent fonctionner, produire de l'énergie, mettre en place un métabolisme, dupliquer leur génome pour le donner aux cellules filles, être dans un environnement parfois qui est hostile, avec des infections, des maladies, etc., elles subissent de nombreux stress. Et les stress, ça endommage. Et donc, sans cesse, la cellule est obligée de réparer ces endommagements. Alors, si elle arrive à le faire, eh bien, malgré tout, elle vieillit, c'est-à-dire qu'elle se déprogramme. Petit à petit, elle garde des traces de ces endommagements réparés, les gènes s'expriment moins bien, et donc la physiologie de la cellule est moins efficace, même si elle continue à pouvoir faire son job. Donc c'est ça un peu le vieillissement ? Alors ça, c'est le vieillissement cellulaire, et à côté de ça, on a la sénescence, c'est quand la cellule ne peut pas réparer, elle a deux choix, soit elle s'autodétruit, ça, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. C'est un mécanisme atypique de la cellule qui permet d'évacuer une cellule qui est peut-être trop endommagée, qui pourrait échapper. Et si elle ne rentre pas en apoptose, l'autre choix, c'est la sénescence cellulaire. Donc la cellule s'arrête de se diviser. Elle ne peut plus participer à régénérer le tissu en soi, mais elle se met à sécréter tout un ensemble de facteurs qui, au départ, sont censés déclencher cette réparation du tissu qui a été endommagé. Et donc, c'est des facteurs, ça peut être des facteurs qui vont faire un peu de place dans le tissu. Par exemple, quand on se coupe, eh bien, on a des cellules sénescentes qui sont là et donc qui vont essayer de déclencher la réparation. Donc, ils vont désorganiser un petit peu le tissu, digérer un peu les fibres qui tiennent les cellules en place et puis lancer la prolifération de cellules à côté pour remplir les espaces qui sont restés vides à cause de l'endommagement. Et puis ensuite, à un moment, il faut que la cellule se supprime d'une façon ou d'une autre. Elle ne peut plus s'auto-détruire. Et donc, elle fait appel à notre système immunitaire. Elle sécrète des facteurs pro-inflammatoires qui vont créer de l'inflammation dans le tissu. Et ça, c'est un signal pour notre système immunitaire d'aller repérer la cellule et de la supprimer. C'est comme si elle appelait un peu en disant « venez m'évacuer ». Absolument. Et ça se passe relativement bien tout au long de notre vie. Sauf qu'avec l'âge, eh bien, notre système immunitaire fonctionne beaucoup moins bien. Et ces cellules commencent à s'accumuler avec le temps. Alors, quand on voit tout ce qu'elles sont capables de faire, désorganiser un peu le tissu, déclencher de l'inflammation, lancer la prolifération alors que ce n'est peut-être pas approprié, eh bien, ça fait vieillir le tissu. Et donc ça, la sénescence, c'est vraiment aujourd'hui une clé du vieillissement de l'organisme d'une façon générale. Et donc, dans nos tissus, avec l'âge, on a finalement deux types de cellules. Des cellules qui sont vieillissantes, déprogrammées, et des cellules sénescentes qui s'accumulent avec le temps. Et ça a été les deux voies que j'ai prises avec mon équipe pour essayer de trouver des solutions. Et c'est comme ça que tu as pu, avec ton équipe, reprogrammer des cellules. Absolument. On a bénéficié de ce qu'avait fait en 2006, alors même que je démarrais mon équipe,
on a bénéficié de ce qu'avait fait un professeur japonais, professeur Yamanaka. C'est celui qui a eu le prix Nobel. Qui a eu le prix Nobel de physiologie et médecine en 2012, avec une autre personne qui a travaillé comme moi sur le développement embryonnaire et qui avait montré dans les années 60 qu'on pouvait effacer l'identité d'une cellule par le clonage, par transfert nucléaire. Et donc, il a eu le prix Nobel en même temps. Et donc, M. Yamanaka a montré qu'avec juste 4 facteurs de reprogrammation, 4 facteurs géniques, transférée dans une cellule adulte, on pouvait la convertir en cellule équivalente à une cellule souche embryonnaire pluripotente et la redifférencier ensuite. C'est quoi des facteurs géniques ? Alors, c'est des gènes ou des ARN messagers maintenant. Donc, il a identifié ceux qu'on... Voilà. Si on les mettait, entre guillemets, si on les activait dans une cellule vieillissante, on pouvait la rajeunir. Alors, au départ, lui, il l'a fait sur une cellule adulte, pas vieillissante. Normal. Et d'ailleurs, en 2009, avec 5 autres collègues, il a publié que la sénescence, le vieillissement était un frein, voire une barrière à la reprogrammation en utilisant ces 4 facteurs. D'accord. Ah, et donc ça vient pas forcément. Et donc, nous, on a dû trouver la solution pour dépasser ce Vous dogme. n'êtes pas laissé abattre. Et donc, on a rajouté des facteurs. D'accord. Et avec 2 facteurs de plus, on a pu le faire sur les cellules sénescentes et puis ces fameuses cellules de centenaire. Et donc, au passage, on s'est rendu compte qu'on avait effacé les marques du vieillissement de nos cellules. Et à l'époque, on ne savait pas réellement mesurer l'âge biologique des cellules. Maintenant, on sait le faire. On sait que lorsqu'on fait ça, qu'on rediférencie la cellule, partant d'une cellule de peau âgée, on la rediférencie ensuite en une cellule de peau, eh bien, l'âge est 0. D'accord. Donc ça, maintenant, on sait mesurer l'âge biologique d'une cellule. Oui. D'accord. Et là, maintenant, on sait qu'on peut faire ça. On peut aller jusqu'à un âge 0. C'est incroyable. Voilà. Et une fois que tu as constaté tout ça avec ton équipe, quelles ont été les autres étapes depuis, du coup, pour justement arriver à la conclusion que la vieillesse est une maladie, quoi. Alors en fait, ce qu'il a fallu prouver derrière, c'est que cette technologie, elle était adaptée au départ pour faire de la thérapie cellulaire, puisqu'on reproduit une cellule jeune qu'on va pouvoir greffer à un individu. Il y avait un certain nombre de choses qu'on ne savait pas au niveau des concepts. C'est une fois réinjectée cette cellule dans un environnement vieillissant, est-ce qu'elle allait rester jeune? Est-ce qu'elle allait pouvoir remplir un tissu ou pas? Est-ce qu'il ne fallait pas faire de la place au départ, etc. Et donc, il y avait tout un ensemble de questions qui faisaient que ça allait prendre beaucoup de temps si on voulait aller au-delà. Et donc, a germé l'idée, pas que dans mon laboratoire, mais dans d'autres laboratoires aussi, probablement en même temps, mais certains laboratoires vont plus vite que d'autres à démontrer les choses, que peut-être on pouvait utiliser cette technologie et aller moins loin qu'à l'état embryonnaire, mais s'en servir quand même pour rajeunir, effacer des marques de vieillissement. Comme si on arrivait finalement à dissocier l'effacement de l'identité avec juste rajeunir un tissu. D'accord, donc c'est comme, ça revient, au lieu d'aller à l'âge biologique 0, aller à un âge biologique un peu plus... on gagne quelques années sans changer l'identité. Okay. C'était l'idée de départ. On l'a fait, ça a marché. Bravo. D'autres personnes l'ont fait aussi, ça a marché. Et surtout, on a voulu le faire directement sur un modèle animal parce qu'on s'est dit, si on veut passer à l'homme à un moment ou un autre, peut-être plus rapidement qu'avec la thérapie cellulaire où il va falloir traiter tout type de pathologie, tout tissu vieillissant, avec les cellules différenciées dans la bonne voie, ça nous paraissait lourd. Et vieillissant, j'avais envie d'aller plus vite. Je comprends. On est tous intéressés. Et donc, je me suis occupé de mettre ça en place sur des modèles animaux. Donc, c'est des souris, c'est ça? C'est la souris, oui. D'accord. Et donc, on a pu montrer qu'une reprogrammation déclenchée, mais transitoirement, c'est-à-dire où on ne va pas jusqu'au bout, donc contrôlée, eh bien, permettait quand même, sur un modèle animal, sur lequel on reprogrammait toutes les cellules de l'individu, sans changer du coup l'identité, eh bien on pouvait avec une seule reprogrammation quand même gagner 15% de vie en bonne santé sans maladie du vieillissement. C'est-à-dire génial. Pas d'arthrose, pas d'ostéoporose, pas de fibrose pulmonaire. Et de façon intéressante, ce qu'on a vu, c'est que dès qu'on déclenchait cette reprogrammation, le mois suivant, eh bien, on voyait que tout au long de la vie, l'animal conservait sa composition corporelle. Donc, c'est-à-dire une reprogrammation dans sa vie changeait complètement et sa capacité à vieillir en bonne santé. C'est ça. Okay. Et même déclenchée au début de l'âge adulte.
D'accord. Donc, c'était même pas sur un organisme vieillissant. Mais alors moi, je vais assez vite dans ma tête. J'imagine qu'on n'est peut-être pas encore à le faire sur des humains, ça, de reprogrammer toutes les cellules d'un Non, on humain. n'est pas encore à le faire. Ok, mais j'imagine que dans quelques années, au lieu d'être la petite souris de ton laboratoire, les humains iront, je sais pas, à 18 ans pour son anniversaire, on ira s'offrir une reprogrammation cellulaire. Est-ce que c'est... Alors, ce qui est en cours, en tout cas en ce moment, c'est d'essayer d'avancer sur est-ce qu'on va pouvoir l'adapter à l'homme et comment on va s'y prendre pour que ce soit sécure, raisonnable. Et donc, c'est en ce moment qu'on met ces choses-là. On n'est pas les seuls à mettre en place parce que nous, on a fait une seule reprogrammation. Mais il y a des personnes qui ont fait des reprogrammations tout au long de la vie de la souris, mais sur des temps courts, 2 jours par semaine. Voilà, comme si on pouvait juste déclencher. Et là, c'est 30% de vie en bonne santé, sans maladie du vieillissement. Okay. Donc, on peut encore aller plus loin que ce qu'on a fait avec une seule reprogrammation. Donc, ce qu'on essaie maintenant, c'est de se dire, si on veut passer à l'homme à un moment, on ne se voit pas injecter des ARN messagers dans la circulation sanguine, comme ça, etc. Donc, on se dit, on va commencer par un organe. Donc, ce qui est le plus simple, c'est la peau. Et donc, on a développé, on a mis en place une start-up pour travailler sur la peau et pour essayer d'utiliser cette technologie dans la peau avec des petites vésicules lipidiques qui contiennent ces ARN messagers pour essayer de les injecter et de voir dans quelle mesure c'est possible de reprogrammer la peau, la rajeunir avec ces facteurs sur l'homme. Alors, je te disais avant qu'on commence à enregistrer que moi, avant d'être coach et d'avoir ce podcast, j'ai passé 15 ans en tant que VC, donc j'investissais dans des startups. Donc ça m'intéresse quand tu dis ça direct. J'ai des vieux réflexes qui reviennent. Mais toi, cette startup, tu es cofondateur. Enfin, c'est quoi l'histoire? Et comment elle s'appelle peut-être? Alors, tu sais, quand on est chercheur à l'INSERM, qu'on dépose un brevet, parce que cette reprogrammation qui rajeunissait des cellules de centenaire, eh bien, l'INSERM a déposé un brevet, et puis nos organismes, l'université, le CNRS, etc. Et ensuite, c'est nos accélérateurs de transfert technologie, les SAT, qui prennent cette gestion-là. Et donc, il y a une start-up qui a été mise en place et dans laquelle, bien sûr, j'ai des parts, puisqu'on est autorisé à le faire si on a un concours scientifique qui est autorisé par notre administration pour valoriser ce brevet dans la start-up. Et donc, comment elle s'appelle, cette start-up? C'est Ingralis. Ingralis, ok. Voilà. Je la garde, comme ça je me dis, le jour où je serai tentée d'aller voir un chirurgien esthétique parce que j'ai des rides, j'irai d'abord voir Ingralis pour voir où ils en sont. Donc l'idée, c'est vraiment ça, et de se dire, si on fait une preuve de concept sur la peau, avec un petit essai pilote derrière, peut-être qu'on pourra, dans le futur, essayer de cibler des organes avec toujours ces vésicules, parce qu'aujourd'hui, on sait que autour de ces vésicules lipidiques, on peut mettre des composés supplémentaires pour adresser telle cellule, tel tissu. Et donc, ce sera peut-être encore une étape intermédiaire avant d'avoir quelque chose de plus général, en tout cas, pour reprogrammer les cellules vieillissantes. Alors, la reprogrammation, c'est avec des petites molécules comme ça, mais il y a d'autres façons de reprogrammer nos cellules. Et donc, ça a été un peu l'objet de mon livre « Décider de son âge », c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens qui vont faire qu'on peut faire un peu marche arrière sur notre âge, l'âge de nos cellules et l'âge biologique en particulier. Alors, pourquoi l'âge biologique? Parce que finalement, on s'est rendu compte que l'âge chronologique, qu'on connaît tous, donc bien sûr. L'âge qui est notre date de naissance, voilà, notre date de naissance. Eh bien, c'était qu'un indicateur qui, en biologie, ne sert pas à grand-chose. Disons que c'est une balise. On se dit, voilà, on avance en âge, très bien. Par contre, quand on mesure réellement l'état de la physiologie de nos tissus, de nos organes, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement corrélé. Et on s'en rend bien compte, on a tous des trajectoires différentes de vieillissement et on ne vieillit pas à la même vitesse. Et donc, ce qui est important, c'est d'aller évaluer notre âge biologique, où on en est de notre vieillissement. Et aujourd'hui, la recherche a développé tout un ensemble de stratégies pour le faire. Et je pense que ça devient de plus en plus urgent de le faire pour qu'on puisse se dire à un moment, sans être malade de vieillissement, de maladie de vieillissement, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Alors justement, peut-être prenons une petite parenthèse. C'est quoi les maladies liées au vieillissement aujourd'hui? Qu'est-ce qui est identifié comme les maladies du vieillissement?
Alors, il y en a beaucoup. Ouais, mais à peu près les grandes familles. En fait, presque toutes les maladies augmentent de façon dramatique avec l'âge. C'est vraiment exponentiel, hein. Et quand on regarde la courbe, on est pratiquement obligé de mettre une échelle logarithmique si on veut pouvoir suivre, parce que c'est exponentiel. D'accord. Donc en fait, on les connaît, c'est le diabète de type 2, c'est l'arthrose, l'ostéoporose, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est le cancer, il augmente de façon dramatique avec l'âge, et puis c'est aussi toutes les maladies neurodégénératives. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui échappe au vieillissement. D'accord. Et donc, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le premier facteur de risque, c'est le vieillissement lui-même. D'accord. Qu'au lieu, peut-être, en plus, toute notre médecine aujourd'hui déjà, moi, j'ai beaucoup discuté, donc je te disais qu'avant cet épisode, j'en avais fait d'autres sur la longévité. Et ce que je vois beaucoup, c'est que notre médecine, elle est organisée pour guérir les maladies une fois qu'il y a des symptômes. Que quand on va voir n'importe quel médecin en lui disant « Non, moi, j'ai pas de maladie, mais j'aimerais bien anticiper », il s'énerve limite en disant « Pourquoi je lui fais perdre son temps ?» C'est pas encore organisé comme ça. Et toi, ce que tu amènes là, c'est qu'en regardant le vieillissement, et notamment le vieillissement biologique ou cellulaire, on a déjà énormément d'informations. Enfin, que le reste, c'est que des conséquences, quoi. C'est ça, exactement. Alors, il y a quand même 2 spécialités, je dirais, dans la médecine qui pourraient être adaptées à prescrire ce genre de choses. C'est le médecin généraliste. Il nous fait bien une prise de sang pour aller voir notre cholestérol, notre diabète, sauf que quand on a déjà des taux élevés, la maladie est déjà enclenchée. Donc, il faudrait s'y prendre avant. Il y a aussi le gériatre qui, lui, est plutôt dans l'accompagnement quand ça commence à se passer mal. Mais ils ont identifié quand même une étape où on n'est pas encore malade, mais on sait qu'on va basculer, c'est ce qu'on appelle la fragilité, quand les personnes âgées commencent à perdre un peu leur mobilité, leur appétit, ont des pertes de cognition, etc. Ils ne sont pas malades en soi, mais ils ont un état particulier que les gériatres connaissent bien et qui travaillent justement pour essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Est-ce qu'il faut attendre qu'on se casse le col du fémur pour agir, ou est-ce qu'on peut faire avant ? Et aujourd'hui, on sait qu'il y a tout un ensemble de marqueurs qui dépassent largement les marqueurs prédictifs des maladies, qui sont des marqueurs qui permettent de prédire le vieillissement, où on en est de notre vieillissement. Et donc, se dire que si on peut faire ça, savoir où on en est, se dire on a 50 ans, mais on en a 65 au niveau de notre biologie, alors qu'on sait qu'on va basculer vers les maladies liées à l'âge, peut-être que c'est là qu'il faut prendre la mesure, essayer de traiter non pas la maladie, mais le vieillissement. Okay. Et comment on peut traiter le vieillissement selon toi ? Alors, ce qui est arrivé à ce concept-là, hein, c'est la recherche en fait qui a abouti à se dire si on vieillit parce que nos cellules vieillissent, comment elles vieillissent, quelles sont les marques du vieillissement, quels biomarqueurs on peut suivre pour voir où on en est du vieillissement. Et en fait, il y a eu 2 de ces marques qui ont permis de faire des preuves de concept du fait que si on traitait le vieillissement, eh bien, on n'avait plus de maladie. Ça a été la reprogrammation, puisque la dérive de la déprogrammation de nos cellules a fait que lorsqu'on reprogrammait, on s'est rendu compte qu'on effaçait non seulement les marques du vieillissement, mais qu'en plus, on prévenait l'apparition des maladies. Et puis, il y a un autre domaine qui était la sénescence cellulaire. C'est la deuxième voie que j'avais décidé de travailler avec mon équipe. Aujourd'hui, on sait qu'on peut détruire les cellules sénescentes quand le système immunitaire est plus capable de le faire. On a des petites molécules qui permettent de le faire, qu'on appelle des sénolytiques, dont beaucoup sont déjà en essais cliniques aux États-Unis sur tout un ensemble de maladies du vieillissement. Donc ça veut dire que c'est des molécules qu'on pourrait ingérer, qu'on a dans le corps humain déjà ? Manger. Oui. Mais est-ce qu'on les a déjà dans le corps humain, les sénolytiques ? Non. D'accord. Non, c'est des molécules qui vraiment ciblent la cellule sénescente, la détruisent. En fait, la cellule sénescente, elle ne peut plus s'autodétruire. Le mécanisme d'autodestruction de la cellule, il est verrouillé. D'accord. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et avec ces molécules, on arrive à réveiller ce mécanisme. D'accord. Et donc, celles-là, il y a des entreprises aux États-unis qui les développent et qui sont en essais cliniques. Absolument. Au départ, c'était des molécules qui étaient plutôt des anticancéreux, parce que finalement, détruire une cellule cancéreuse qui a échappé, on a vu qu'il y avait des molécules qui marchaient aussi sur les cellules sénescentes. Et puis, il y a eu tout un ensemble de molécules qui se sont avérées être intéressantes, qui étaient molécules naturelles.
trouvées dans des fruits, dans des polyphénols, des choses qui au départ n'étaient pas détectées comme sénolytiques, mais qui ont été testées, qui fonctionnaient. D'ailleurs, il y a un essai clinique sur la fragilité aux États-Unis. Donc, on voit qu'on se rapproche de traiter le vieillissement quand même. Pas chez nous encore, mais ailleurs. Et il y a une petite molécule, la ficétine, qu'on trouve dans la mûre et qui est en essai pour la fragilité, voir si on arrive à faire marche arrière sur cet état particulier. En tout cas, sur ce que je comprends, c'est qu'au niveau, ce que tu as prouvé avec ton équipe au niveau animal, on peut le faire, c'est fait. Qu'on est en train de s'organiser pour voir comment on le fait au niveau humain, sans faire n'importe quoi. Absolument. Et que, en tout cas, maintenant, on voit bien le processus, on voit bien la théorie, enfin le chemin à suivre. Que, a priori, c'est réduire le nombre de cellules sénescentes et reprogrammer les cellules déprogrammées. Absolument. D'accord. C'est incroyable. On a de la chance d'être en 2025. Ouais, je me dis quand même que peut-être je suis né un peu trop tôt, à quelques années près. Oh non, allez, on y va. Non, parce que l'important, c'est de faire de la prévention en traitant le vieillissement. Et là, c'est vrai que, et ça a été un petit peu l'objet de mon livre. Alors, le premier, c'était Guérir la vieillesse. Donc, parce qu'on envisageait qu'avec ces preuves de concept, en traitant le vieillissement, eh bien, on pourrait probablement avoir une vieillesse, en tout cas, plus jeune. Hein, et en fait, c'est ce qu'on s'est rendu compte tous de ça, c'est que quand on traite le vieillissement ou qu'on fait de la prévention, on reste jeune plus longtemps. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de maladie du vieillissement. C'est finalement la meilleure stratégie pour ne pas tomber malade de vieillissement. C'est de rester jeune biologiquement le plus longtemps possible. Absolument. Okay. Et donc, ce deuxième livre sur décider de son âge, j'ai voulu montrer qu'en fait, on savait déjà que le vieillissement était réversible. Déjà, on y avait participé, on l'avait démontré. On a été quand même la première équipe au monde à le montrer. Et puis derrière, en se disant, mais est-ce qu'il y a des situations dans la vie où on fait quand même un peu marche arrière ? Et puis, je me suis inspiré des astronautes qui partent dans l'espace. Et on sait qu'en 6 mois dans l'espace, ils vieillissent de 10 ans. Alors, waouh, voilà. Mais 6 mois après, ils ont fait marche arrière. Donc, c'est-à-dire que la marche arrière est possible. La marche arrière est possible, même sur un organisme complet. Donc, et là, elle se fait pas avec des petites molécules. Même si les traitements arrivent. Mon ami Luc Ferry dit toujours en attendant les secours, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vrai, parce que c'est vrai que nous tous, là, ce qu'on se dit, c'est que avant que notre médecine, enfin que vraiment n'importe quel médecin connaisse ça et le prescrive, on a encore un petit peu de temps. Il va se passer probablement une dizaine d'années. Les molécules qui sont en essai clinique, peut-être ils arriveront un petit peu plus rapidement en France, à la fois chez le médecin, mais peut-être sur des essais cliniques aussi. Donc ça, le fait qu'on le fasse ailleurs, on va l'utiliser quand même assez rapidement. La reprogrammation, ça va prendre un petit peu de temps, même si Jeff Bezos a quand même mis 3 milliards avec ses collègues de dollars sur la reprogrammation cellulaire au travers d'Atos Lab. Ouais, donc ça. Il a bien senti qu'il y avait quelque chose à faire autour de la reprogrammation. Et ça d'ailleurs, parce que c'est ton équipe qui a été la première à montrer ça, ils sont au courant de tes études, c'est pour ça qu'il a eu l'idée. Est-ce qu'il sait que tu existes ? Est-ce que Jeff Bezos sait que tu existes ? Alors, je pense qu'il sait qu'on existe, mais je pense qu'il a pris probablement les 2 laboratoires les plus performants au monde pour les recruter dans Altos Lab. Et puis, mes collègues américains, j'imagine, le sont. Alors, il y avait un Espagnol qui est parti à Cambridge pour le faire. C'est super. Et puis les Américains aussi. Et donc, on n'avait pas cette notoriété suffisante pour participer à ce projet. Et donc, finalement, on s'est dit, il y a peut-être des stratégies. En attendant les secours, comme disait Luc. En attendant les secours. Et donc, il fallait trouver le moyen d'évaluer de façon précise l'âge biologique. Parce que finalement, et on en revient peut-être à se dire, et si la vieillesse pouvait être une maladie, on ferait comment ? Eh bien, on évaluerait, comme on évalue avec un marqueur du diabète, savoir si on est rentré dans un diabète ou pas. Là, est-ce qu'on a commencé à vieillir trop vite ? Ensuite, si c'est le cas, on fait de la prévention, ce qu'on fait avec les maladies. Et puis, après, on traite. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, finalement. Et c'est juste, à la limite conceptuelle, de se dire, est-ce qu'on a envie de le considérer comme une maladie ou pas ?
Et en tout cas, un médecin, si ça n'est pas considéré comme une maladie référencée par l'OMS, etc., lui, il ne va pas prescrire quoi que ce soit comme médicament à quelqu'un. Donc, ça fait partie de cette démarche-là. Mais en attendant, effectivement, si on veut faire de la prévention, après avoir évalué, il faut intégrer ce genre de choses. Donc, pour mesurer l'âge biologique, beaucoup de développements ont été faits ces 10 dernières années dans le domaine de la recherche, dans les laboratoires, même si maintenant ça a transpiré dans le privé et qu'il y a des sociétés qui développent un certain nombre de choses autour de ça. Le premier biomarqueur qu'a utilisé pour mesurer l'âge biologique, c'est la taille des télomères. Les télomères, c'est cette petite extrémité des chromosomes qui diminue à chaque fois que la cellule se divise. Donc il y a une sorte de compte un peu à rebours jusqu'à ce que la cellule puisse plus, parce que son extrémité n'est plus suffisamment protégée et que ça risque d'endommager le génome, etc. Et donc la cellule, à ce moment-là, déclenche justement la sénescence. Et donc, en mesurant cette décroissance, notamment dans le sang, eh bien, on s'est rendu compte qu'on pouvait non seulement être corrélé à l'âge chronologique, mais pour certaines personnes, s'en échapper et être plutôt sur un âge biologique. Pourquoi ? Parce que cette structure à l'extrémité du chromosome, elle peut s'endommager et diminuer en taille beaucoup plus vite que ne le suggère la division qui va perdre un petit morceau de façon récurrente à chaque cycle. Et en fait, on s'est rendu compte que l'oxydation, le stress, etc., tout ça faisait diminuer plus rapidement la taille des télomères. Et en fait, il y a eu une étude sur les internes en médecine. Et pendant leur internat, eh bien, la taille de leurs télomères diminue 6 fois plus vite que la normale. Donc, comme quoi le stress est important pour le télomère, mais pas que pour ça. Et puis, il y a aussi une étude qui montre que la méditation pourrait maintenir la taille des télomères et même à réactiver la télomérase et peut-être leur allonger. Alors, tu vois, moi, je t'ai dit hors antenne que j'avais fait un test avec une start-up avec laquelle j'ai travaillé. Et on m'a dit que mon âge biologique était 26 ans, alors que j'ai 39 ans. Et je fais de la méditation tous les jours. Ah, vite. Ah, bah oui, alors... peut-être s'il y a des études qui montrent ça... Ok, donc en tout cas, il y a des études qui montrent que ça peut que le stress... oui. Et je trouve passionnant que ce soit aussi précis. C'est pas... On sait tous que le stress n'est pas trop bon pour notre santé, que la méditation, c'est plutôt pas mal. Mais là, de se dire, en fait, on mesure la taille des télomères, et ça, c'est une data qui est fiable. Et on le mesure dans le sang. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça reflète finalement le vieillissement de notre organisme, de nos cellules. Moi, je dis toujours que tout est dans le sang. Parce que quand une cellule, quand un tissu ou un organe vieillit, elle sécrète des facteurs. Les facteurs, ils circulent dans le sang et ils sont même capables de faire vieillir d'autres tissus. D'accord. Donc, typiquement, rien que dans le sang, on peut le faire. Est-ce que tu veux dire par là qu'une prise de sang, une simple prise de sang, si on mesure suffisamment de choses dedans et qu'on sait quoi mesurer, on peut savoir un peu... Oui. Et même sur les différents biomarqueurs, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui a été identifié ces dernières années. Donc ce télomère, il diminue, il peut diminuer plus vite pour certaines personnes. On parlait du stress, et même, il y a des études qui montrent que des stress dans l'enfance peuvent conduire à une taille de télomère plus courte. Les infirmières qui ont un mode de vie décalé, etc., ils ont des télomères plus courts que la moyenne. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait vieillir plus vite, en tout cas, nos télomères. Après, les autres horloges qui ont été mises en place, et la deuxième horloge finalement qui a été mise en place, c'est une horloge qu'on a appelée horloge épigénétique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'épigénétique ? C'est que, en fait, nos gènes sont réglés par, je disais tout à l'heure pendant le développement embryonnaire, par des interrupteurs, mais en fait, ces interrupteurs, on sait comment ils sont constitués. Et donc, il y a tout un ensemble de facteurs qui organisent tout ça, qui organisent nos gènes et qui vont les régler. Et on appelle ça des marques épigénétiques. Pourquoi ? Parce que ces marques sont réversibles. Et donc, ce n'est pas comme le gène qui ne bouge pas. La partie génétique, elle est fixe. Nos génomes, il est présent, notre génome, il est présent dans toutes les cellules à l'identique. Par contre, cet épigénome,
qui règle l'expression de nos gènes, eh bien, il varie et il peut permettre une activation des gènes ou une répression des gènes, et il est en lien direct avec ce qui se passe à l'extérieur de nos cellules, ce qui va rentrer dans nos cellules, ce qui va être déclenché dans nos cellules. Et donc, cette épigénétique, elle va au cœur de la cellule et de nos gènes, mais jusqu'à l'extérieur, le mode de vie. Oui, l'environnement. Tout l'environnement. Et sur ce fameux débat, je sais qu'il y a même, de ce que j'ai compris, il y a même des chercheurs qui ont cherché à voir s'il y avait des gènes du vieillissement, parce qu'il y a certains groupes humains où ils sont tous centenaires, donc on se dit ils ont peut-être un gène particulier. Sur cet éternel débat de qu'est-ce qui est génétique dans notre espérance de vie et qu'est-ce qui est épigénétique et facteur de nos habitudes. Alors, est-ce que ça a été... Alors oui, ça a progressé. On est resté longtemps sur il y a des familles de centenaires, et c'est vrai qu'il y a des familles de centenaires, et c'est vrai qu'il y a certains variants de gènes qui sont associés à ces familles de centenaires, mais c'est à la marge, il n'y en a pas beaucoup. Même si le nombre de centenaires augmente de façon dramatique, on a 31 000 centenaires en France, ça double tous les 10 ans, donc oui, effectivement. Et puis, il y a des zones dans le monde, ces fameuses zones bleues, dont je m'inspire aussi dans le livre pour dire qu'est-ce que font ces gens, finalement, pour être centenaires. Et donc, ce débat, il a commencé avec des analyses qui avaient été faites par les épidémiologistes et démographes sur des cohortes de vrais jumeaux et faux jumeaux. Et ils ont calculé que la part des gènes dans la longévité était à peu près de 25 à 30%. Okay. 70 autres %, c'était finalement... l'épigénétique, le mode de vie, etc. Et puis il y a eu des études plus récentes sur des cohortes à nouveau, et où ils ne se sont pas basés sur le fait d'être homozygote, jumeaux ou pas. Ils ont regardé les fratries, les descendants, et ils ont calculé la probabilité dans ces familles et donc des frères, des sœurs et des descendants d'arriver à un âge donné, de vivre jusqu'à un âge donné. Ils l'ont fait jusqu'à 80, 90, 100, etc. Et les conclusions de cette étude, il y a eu finalement 2 études à peu près dans les mêmes types d'analyse, c'est qu'en gros, c'est 10%. Okay. Donc la part des gènes, c'est 10%, 90%. C'est le mode de vie. C'est le mode de vie. Et donc, excepté bien sûr ces familles de centenaires. Et donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a sûrement des choses à faire à côté de ça. Donc, à côté de la taille des télomères, il y avait cet épigénome. Et en fait, c'est corrélé au fait que nos cellules se déprogramment. Notre épigénome, eh bien, il s'effiloche un petit peu avec le temps. Et donc, des chercheurs se sont dit peut-être qu'il y a moyen de le quantifier, de le corréler à l'âge chronologique et de le corréler ensuite à l'âge biologique. Et c'est ce qui a été fait. La première horloge, qui était plutôt... On vérifie qu'on peut le faire avec l'âge chronologique, c'était 2013, c'était Steve Horvath. Et puis ensuite, ces équations mathématiques qui utilisent la méthylation de notre génome, c'est-à-dire des sites sur le génome qu'on sait être avec un groupement supplémentaire qui va soit permettre de réprimer un gène, soit justement sans ce groupement qui va permettre d'être plutôt permissif pour l'expression du gène, et donc qui va régler ces gènes, eh bien, avec ces marques de méthylation sur le génome, aujourd'hui on en suit pratiquement 1 million sur notre génome, les chercheurs essaient de trouver la combinaison la plus pertinente pour être corrélée soit avec l'âge chronologique, soit avec l'âge biologique. Et donc, il y a eu tout un ensemble d'horloges qui sont sorties épigénétiques. Alors, c'est une prise de sang dans le sang, 200 €. Hein. D'accord. Voilà, c'est quand même... Et n'importe quel labo académique. D'accord, ok. Donc voilà. Mais il faudrait que justement ce genre de test puisse être prescrit et que... Voilà. Et donc, ces horloges ont évolué avec... Sur cet âge chronologique, cette courbe d'âge chronologique avec ce nombre de sites définis qui sont vraiment très, très pertinents, eh bien, on essaie d'infléchir ça avec un peu de biologie. Donc, on rajoute des marqueurs spécifiques, par exemple de l'inflammation, qu'on trouve aussi dans le sang. On rajoute aussi dans des cohortes eh bien, l'apparition de maladies liées à l'âge
ou bien l'indice de masse corporelle qui fait partie de la physiologie, la VO2 max. Est-ce qu'on est capable de courir Et puis, alors ça change un peu les sites qui sont utilisés pour calculer ces horloges. Et puis il y a même, lorsqu'on rajoute sur des cohortes voilà, où on est allé très très loin et où on sait que les personnes sont mortes à tel âge, eh bien rajouter l'âge de la mort. D'accord. Et quand on fait ça, on a une horloge qui nous permet de prédire l'âge de la mort. Ah oui, donc c'est... Voilà. Oui, après, sauf accident et tout ça, mais on est capable de dire à quelqu'un... Voilà. Mais sachant que tout est réversible en fonction du changement de mode de vie. C'est ça. On est capable de dire à quelqu'un, là, vu la tendance que tu as, voilà. Si tu te prends en charge, et on va te donner des programmes pour le prendre en charge. Et donc, il y a eu... ça, c'était les deuxième horloge. Et puis après, maintenant, il y a des horloges protéiques. C'est-à-dire en fait, dans notre sang, on circule nos cellules, mais il y a aussi tout un ensemble de protéines dans notre plasma. Et on sait que ces protéines, en fonction de leur nature et leur quantité, elles vont influencer le vieillissement. Et elles reflètent le vieillissement de nos tissus et de nos organes. Et donc, il y a des études qui ont montré que, et aujourd'hui on peut le faire facilement, on peut doser plus de 10 000 protéines dans le sang avec 3 gouttes de sang. Et donc, avec ce taux-là, on n'est pas à des millions comme pour les sites épigénétiques, mais ça suffit pour pouvoir à nouveau faire une horloge. Et se dire, avec 20 protéines, par exemple, qui sont très pertinentes, avec une équation, des coefficients, eh bien, on peut calculer l'âge biologique d'un individu. D'accord. Donc ça peut se faire. Et on peut même, aujourd'hui, regarder dans le sang si on a un organe en particulier qui vieillit. Parce qu'on pourrait aller bien et avoir un organe en particulier. C'est ce qui se passe pour les cancers, par exemple, ou pas ? En fait, l'étude qui a mis en évidence ça, elle a regardé 11 organes. Et elle montre qu'à partir de 50 ans, il y a quand même 20% des personnes qui ont au moins un organe qui vieillit prématurément. Donc tout le reste va bien, et il y a un organe, par contre, qui vieillit prématurément. D'accord. Et c'est 2% qui ont un vieillissement multi-organe. D'accord. Et là où la beauté de l'étude, c'est que comme c'était sur des cohortes longitudinales, eh bien, en regardant ces personnes qui ont au moins un organe qui vieillit prématurément, eh bien, on s'aperçoit que un peu plus tard, elles ont la pathologie qui correspond à l'organe qui vieillissait. Donc on peut prédire les maladies bien avant d'attendre d'avoir des symptômes. Absolument. Donc ça, c'était le troisième type d'horloge. Et puis, ces horloges, ils ont commencé à être utilisées pour voir si on pouvait influencer l'âge épigénétique par un changement de mode de vie. Donc il y a une étude pilote qui montre que si on se prend en charge pendant 8 semaines, on peut gagner de l'âge biologique. Alors, c'était des gens, c'était pilote, c'était sur une 50aine de personnes, donc des personnes qui ont pris en charge le programme, puis d'autres pas, comme contrôle. Et donc, ces personnes qui étaient plutôt sédentaires, qui avaient au-delà de 50 ans, sédentaires, un peu de malbouffe, pas mal stressés dans leur travail. Donc, on les a mis sur 8 semaines à changer de régime alimentaire, régime méditerranéen, un programme d'exercice physique adapté, de changer un petit peu son stress par des activités, méditation, yoga, etc. Et en 8 semaines, en mesurant l'âge épigénétique, ils gagnent 3,4 années. C'est incroyable. En 8 semaines. Mais limite, il faudrait qu'on parte tous en cure. Les vacances d'été, on part en cure. Ou avoir des prescriptions. Ouais. Avoir des prescriptions, c'est-à-dire c'est-à-dire que si notre médecin nous donne, nous prescrit un test, et qu'il voit qu'effectivement, alors ça peut s'accompagner de vous avez un indice de masse corporelle déjà un peu élevé, je pense que vous avez un âge biologique qui doit être un peu différent. Peut-être que vous êtes stressé, vérifions. Une fois qu'on peut vérifier ce genre de choses, eh bien derrière, c'est un programme. C'est-à-dire que là, il va falloir se prendre en charge. Donc, vous allez aller à la salle, vous allez, etc. Et tout ça, on sait que mais ce que j'entends, c'est que dans ces... scientifiquement maintenant. Ouais, c'est plus une question de bon sens paysan. Voilà. Et ce que j'entends, c'est que dans les programmes qu'on a mis en place dans ces études pilotes, c'est quand même, je parlais de bon sens paysan, c'est manger correctement, faire du sport et faire des trucs pour être moins stressé. Il n'y a rien d'autre. Non. Donc c'est assez simple en vrai. Mais c'est assez simple en effet. Alors je ne sais pas jusqu'où on peut aller.
avec ce genre de stratégie. Mais on voit que finalement, quand on regarde dans ces zones bleues, donc qui était un peu le fil conducteur du livre, c'était de se dire, il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans et au-delà, qu'est-ce qu'ils mettent en place finalement pour arriver à vivre à cet âge avancé. Et les études qui ont été mises en place par les démographes, les épidémiologiques, même s'il y a un certain nombre d'études, on le sait aujourd'hui, l'âge calculé au départ n'était peut-être pas exactement celui qui était décrit parce que on n'a pas des registres partout dans tous les pays comme on l'a nous en France et qui nous permettent d'être fiables. J'ai fait, alors ça n'a rien à voir avec le sujet de la longévité, mais j'ai fait un épisode sur les constellations familiales, un autre sujet qui m'intéresse, et j'en ai fait une. Et j'ai envoyé, parce que moi j'ai grandi au Maroc, et j'ai eu le malheur d'envoyer un WhatsApp à ma cousine pour lui demander l'âge de naissance de nos grands-parents. Et ça en est suivi un débat de 30 minutes. Parce que pour le coup, il n'y avait pas des registres. C'était pas sûr. Je te comprends. Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, on voit bien que dans ces zones, même si peut-être qu'il y a une petite latitude, c'est des gens qui, lorsque dans ces zones-là, on regarde les dénominateurs communs, c'est à chaque fois l'activité, l'alimentation, les liens sociaux, l'absence de stress, le sommeil, etc. Donc, ça conforte le fait que c'est déjà ça qu'il faut faire. Et puis ensuite, on verra quand vraiment il y a des besoins spécifiques, de traiter avec ce qu'on sait traiter. Parce que si on s'aperçoit qu'on a accumulé des cellules sénescentes, qu'on a 50 ans, qu'on n'est pas encore malade, mais qu'en mesurant notre âge biologique, on a 10 ou 15 ans de plus, peut-être qu'il faut mettre en place un traitement sénolytique. Oui, donc c'est les fameuses molécules qui sont en essai clinique aujourd'hui. Et puis que derrière, probablement qu'on va se dire aussi, il faut mettre en place, se prendre en charge, faire un peu d'exercice, faut mais qu'à un moment, les médicaments peuvent venir aider. Mais d'ailleurs, je suis tombée sur un truc où tu disais qu'il y a des médicaments qui, à la base, étaient conçus pour d'autres maladies, qui en fait ont un effet. Donc, tu parles de la metformine notamment. Oui. Tu peux en dire 2 mots, expliquer un peu? Oui, bien sûr. Je veux dire, dans la stratégie qui va mener à prendre en charge le vieillissement au niveau médical, il y a effectivement ces petites molécules sénolytiques qui devraient arriver probablement en prescription à un moment ou un autre chez les médecins, mais il y a aussi le repositionnement de certains médicaments. Tu parlais de la metformine. Pourquoi la metformine ? Parce qu'en fait, on a beaucoup de recul. Elle est donnée depuis les années 70 aux diabétiques. Elle a été conçue à la base pour les diabétiques. Pour les diabétiques. Et on s'est rendu compte que les gens qui prenaient de la metformine avaient moins de cancer. Puis après, on a regardé les maladies du vieillissement et on s'aperçoit qu'il y a moins de maladies du vieillissement. Donc, ces maladies sont retardées chez les individus et qu'en fait, même, ils vivent plus longtemps en moyenne que des personnes qui ne sont pas diabétiques et qui ne prennent pas de metformine. D'accord, mais donc ça veut dire que ce qu'on disait que peut-être le vieillissement, c'est la mère des maladies, la metformine doit avoir un impact sur le vieillissement cellulaire. Absolument. D'accord. Et en fait, cet impact, alors comme aujourd'hui, il y a un consensus autour des chercheurs qui travaillent sur le vieillissement, sur les marques de notre vieillissement cellulaire. Et on sait que une des marques, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. Et l'autophagie, c'est un mécanisme qui permet de recycler les composés cellulaires, notamment les protéines, qui sont endommagées, carbonylées, etc., si tant est qu'on le déclenche. Et ce mécanisme, on sait qu'il est un peu altéré avec l'âge. Alors, quand on prend... alors, une des autres marques associées à ça, c'est la marque qui permet de détecter si la cellule a assez de nutriments. Et ça aussi, c'est altéré avec l'âge. Et donc, ça va un petit peu ensemble. C'est-à-dire que si on n'a pas assez de nutriments, eh bien, on va peut-être déclencher l'autophagie, mais il faut encore que ce soit fonctionnel. Donc, quand on utilise la metformine, on sait que ça va diminuer le taux de sucre. D'accord. Dans le sang. Quand on va diminuer le taux de sucre, eh bien, on va activer l'autophagie parce qu'on a moins de nutriments. Et donc, c'est un des mécanismes qui est mis en place, tout comme c'est mis en place quand on fait, par exemple, de la restriction calorique. Oui, ou du jeûne. Moi, j'ai fait un épisode sur le jeûne et que effectivement, de se dire ce qu'on fait quand on est dans un état de jeûne intermittent ou prolongé, c'est qu'on déclenche, donc on déclenche la cétose.
Alors, qui déclenche l'autophagie, si je dis pas. alors, on déclenche l'acétose, mais aussi on déclenche l'autophagie. Oui. Voilà. Et qu'en fait, ça permet aux cellules de se nettoyer toutes seules, quoi. C'est ça. Et on n'a pas besoin d'aller jusqu'à un jeûne long, comme certaines personnes font, parce que finalement, quand on se met en place sur un jeûne long, on va dégrader beaucoup de protéines. Oui. Et ça peut faire une fonte musculaire, et c'est pas forcément adapté. Oui, surtout quand on commence à vieillir. C'est ça, exactement. Et si on le fait, mais par contre, un jeûne intermittent, si on le fait, il faut quand même complémenter en protéines, surtout quand on vieillit à nouveau. Oui. Mais en tout cas, ça déclenche l'autophagie. D'accord. Et la metformine le fait aussi. Voilà. Et on sait que c'est une petite cure de jouvence. Mais le jeûne intermittent... Le sport aussi déclenche l'autophagie. Oui. Mais même, ça ne déclenche pas que ça. Par exemple, quand on fait du jeûne intermittent, comme il y a moins de nutriments, on va en même temps déclencher tout un processus d'expression de gènes de réponse au stress. D'accord. Et donc, ça veut dire mettre en place plus de gènes de réparation. Ça veut dire, avec l'autophagie, dégrader toutes les protéines qui sont mal formées, qui ont tendance à précipiter. Et ça a un lien avec les maladies neurodégénératives. Donc, tout ça fait que ça rentre dans quelque chose d'assez large sur la prévention. Voilà. Mais alors là, je vais poser la question simpliste, évidemment. Pourquoi tout le monde ne prend pas de la metformine ? Pourquoi moi, je ne sors pas de cet épisode en me disant « Eureka !» Jean-Marc m'a parlé de la metformine, je me débrouille une prescription et je vais en acheter. C'est un médecin qui doit prescrire la metformine. Bien sûr, mais... Et comme la vieillesse n'est pas encore considérée comme une maladie, un médecin ne va pas prescrire de la metformine à quelqu'un qui n'est pas malade, qui n'a pas de diabète. Mais la réponse que tu donnes, c'est juste qu'aujourd'hui, les médecins ne considèrent pas encore la vieillesse comme une maladie, mais que peut-être si demain, il la considérait, il pourrait la prescrire à des gens. Absolument. Et il n'y aurait pas d'effet secondaire négatif ? Alors, la metformine, c'est une molécule qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires. La seule chose, c'est qu'il y a un petit peu de diminution de vitamine B12 et que les diabétiques, on complémente. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. Et d'ailleurs, j'ai un collègue aux États-Unis, Nir Barzilai, qui a mis en place spécifiquement une cohorte. Il a fait du lobbying auprès de la FDA pour dire, bon, on le sait que c'est bénéfique. Mais maintenant, on va le démontrer sur des gens qui ne sont pas malades. Et pour ne pas dire qu'on va mesurer des paramètres physiologiques, il a même dit on va vérifier qu'effectivement, sur des gens qui ne sont pas malades, entre 50 et 75 ans, on va mettre en place une cohorte, 3000 personnes. On va regarder si au fil du temps, on retarde toutes les maladies liées à l'âge. Ce qui serait suffisant. Oui, et ça a marché. Preuve. Et c'est en cours. D'accord. Okay. Donc, c'est déjà, on est sur cette dynamique-là, déjà aux États-Unis. Je suis un peu cash, mais si jamais je me débrouille pour trouver une prescription médicale de metformine, est-ce que tu me recommandes d'en manger ? Moi, je ne recommande rien. Je pas médecin. Moi, je ne suis pas médecin, je ne prescris rien. Mais est-ce que toi, t'en prendrais ? Je fais un constat, parce que je trouve que c'est trop bête de pas utiliser ce qu'on a. Après, je pense qu'on y viendra, parce que c'est juste une question de temps. Il faut que ça fasse partie... la première étape, je pense, c'est vraiment évaluer correctement avec des biomarqueurs l'âge. Parce que je pense que on sait qu'il va y avoir des surprises. Et on sait que ça va même inquiéter quelques médecins de voir que vous êtes... Oula, il va falloir faire quelque chose. Quoi. Et je pense que là... Et puis, il y a aussi, en parallèle... des médecins qui sont assez convaincus, pas forcément en France, mais aux États-Unis, et qui font le nécessaire pour que même auprès de l'OMS, on puisse référencer à un moment ou à un autre, peut-être pas le vieillissement, mais la fragilité. Donc, voilà. C'est en train d'arriver, toi, tu es assez optimiste. C'est en train d'arriver, ça va encore prendre un petit peu de temps, mais bon, on peut pas... Moi, je comprends qu'on ne puisse pas se précipiter tout de suite sur dire « Allez, on y va, à tout va, et on essaye un peu tout ce qui existe. » quoi. Il faut quand même prendre le temps, laisser le temps au temps, mais ça va dans le bon sens, je dirais. Et donc, toi, tu dis, pour reprendre l'expression de tout à l'heure de Luc Ferry, en attendant les secours, on fait attention à ce qu'on mange, on fait du sport et on dort correctement. Exactement. On revient au basique. C'est ce qu'il faut, effectivement. Et ce qu'il faut faire, et ça doit même commencer tôt. Parce qu'on s'aperçoit que même sur des mesures, sur des personnes qui ont tout juste la quarantaine, il y a des âges avancés, quoi. Ouais. Donc il faut vraiment s'y prendre tôt. Et je pense que même
quand on parle d'alimentation, d'exercice physique, c'est même déjà dans l'enfance. Oui, les bonnes habitudes commencent de toute façon. On va plutôt dans l'autre sens. On est de plus en plus sédentaires, même les enfants. Ouais. On mange, tout le monde est content d'aller un petit coup au McDo, etc., etc. Donc, il faut, oui, mais il faut faire attention, je pense, assez tôt à l'alimentation. Ouais. Mais ça va bien avec... moi, sur Montpellier, on a une démarche générale qui est One Health, donc la santé globale, et ça fait partie, l'alimentation, l'exercice, et tout ça fait partie des concepts même locaux. Voilà, donc, et d'ailleurs, sur Montpellier, alors j'ai cru comprendre que, je ne sais pas si c'était déjà ouvert ou pas, mais que tu travaillais à ouvrir un institut de la longévité, ou j'ai pas très bien Alors compris. En fait, il y a des gens qui sont intéressés par le concept et financés. Un institut où on intégrerait un peu tout, c'est-à-dire la recherche fondamentale, les startups, et à côté une clinique ou un certain nombre de choses qui seraient peut-être une clinique un peu de prévention, qui soit plus sur des programmes, des choses comme ça dans un premier temps, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il faut mettre en place tout de suite. Et donc, oui, c'est des choses qui sont en train de se discuter sur Montpellier. J'ai tellement de chance d'habiter à Montpellier. Même avec peut-être le concept Med-Vallée. Il y a des choses qui se discutent autour de ça, pour essayer de cibler quelque chose autour de la longévité. Parce que je pense que même si, bien sûr, il faut mettre le paquet sur traiter les maladies, parce que les gens sont malades, il y a une urgence, je pense qu'il est temps de prendre la mesure de faire de la prévention du vieillissement. Si on veut, la population vieillit très très vite, 30% en Europe au-delà de 65 ans en 2050. Et donc, c'est sûr que les maladies... alors, on va avoir une vague de maladies liées à l'âge qui vont arriver, sûrement, et qui vont impacter grandement notre système de santé. Oui, il ne sera pas capable d'absorber, quoi. Mais il faut essayer sur la génération qui va venir, d'anticiper tout ça. On a les outils pour le faire, ce serait dommage. Oui. Est-ce que tu as d'autres molécules, à part la metformine, où on a observé justement un impact sur le vieillissement ? Alors, on a par exemple, pour les sénolytiques, il y a la ficétine. D'accord. La ficétine, qui est justement en essai clinique sur la fragilité. Celle que tu parlais, qui était dans la mûre. Tu vas acheter des mûres en sortant. Alors, bien sûr, c'est à des doses, à des concentrations élevées. D'accord. Donc, il faudrait manger des kilos de mûres. Donc, non. En fait, c'est extrait, préparé pour ces essais cliniques. Mais c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves sur la souris. Et donc, qui, à nouveau, permet de gagner en longévité parce que ça détruit les cellules sénescentes. Donc ça, c'est une molécule sénolytique. Après, sur des molécules anti-âge d'une façon générale, il y a la rapamycine. La rapamycine, elle a le même effet finalement d'activer l'autophagie. Donc c'était au départ une petite molécule qui a été identifiée dans des bactéries. Bactéries qui ont été récupérées de l'île de Pâques, pour la petite histoire. Et puis, on en a sorti cette molécule, la rapamycine, qui était utilisée, enfin, qui est toujours utilisée pour éviter le rejet de greffe. Donc, au départ, on s'est dit, ce type de molécule, ça diminue plutôt le système immunitaire. Et puis, il y avait donc, du coup, des effets secondaires à l'utiliser, même si sur nos modèles animaux, ça fonctionnait très bien. Et donc, il y a aujourd'hui toute une vague de molécules qui sont dérivées de cette... molécules qu'on appelle les rapalogues, qui proviennent de la rapamycine, qui n'ont plus d'effets secondaires et qui activent l'autophagie. Et il y a déjà eu un essai pilote aux États-Unis pour voir dans quelle mesure ça, au contraire, augmentait la réponse vaccinale sur les personnes âgées, sur le vaccin pour la grippe. Et donc, c'est efficace. Donc, ça ne diminue pas le système immunitaire, ça active l'autophagie de nos cellules immunitaires. Et en plus, ça leur rend une capacité à répondre à la vaccination plus importante. Donc ça, c'est typiquement une des molécules aussi qui pourrait, à un moment ou un autre, être utilisée sur des aspects anti-âge. Peut-être pour finir, une question un peu plus philosophique, parce que déjà, moi, ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est un énorme enthousiasme, parce que je me dis, bon, a priori, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui va arriver pour nos arrière-petits-enfants, c'est quelque chose qu'on verra de notre vivant. Ça va être progressif, parce qu'il y a une dynamique, qu'est-ce qui est le plus accessible aujourd'hui, est-ce qui va prendre plus de temps, mais oui, c'est en cours. Ça, c'est super quand même.
Et justement, une question un peu plus philosophique, parce que moi, elle me turlupine depuis que j'ai commencé cette série sur la longévité, de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas encore dans un espèce de mythe de vouloir vivre éternellement et, tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de combattre un truc? Parce qu'il faut savoir que sur mon podcast, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai aussi une série en parallèle sur la mort. Donc, ouais, moi j'aime bien, je fais les deux comme ça. Et de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de se leurrer? Parce qu'il y a une part de lumière dans tout ça, c'est comment on peut prendre soin de notre santé. Moi, ce qui m'a toujours guidée, pourquoi j'ai fait cette série sur la longévité, c'est de se dire comment j'ai envie de vivre en bonne santé, j'ai envie de vieillir en bonne santé, j'ai envie de pouvoir porter mes petits-enfants quand j'aurai 80 ans. C'est pas du tout de me dire j'ai envie de rester vivante 300 ans. Absolument. Alors, c'est l'objectif, en fait, à la fois du chercheur et du médecin, c'est d'essayer de vivre le plus longtemps en bonne santé. Et pour le faire, il faut éviter les maladies du vieillissement. Donc ça, c'est dans la démarche. De se dire jusqu'à quel âge on va vivre. C'est aussi une question philosophique que tout le monde se pose. Pour l'instant, on sait que la seule personne qui a vécu très très longtemps, c'est Madame Calment, quand même 123 ans et je crois 5 Une ans. Française aussi, Cocorico. Une Française et qui vivait pas très loin à Arles. Ah bon, tu vois, on est peut-être une zone bleue, on n'est pas au courant. Voilà. Mais en fait, c'est un vrai débat des démographes, des épidémiologistes, qui dit, certains disent qu'on va dépasser cet âge. Puis d'autres disent non, c'est pas possible. C'est vraiment, il y a une limite biologique et probablement que cette personne l'a atteinte. Voilà, on le sait pas. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que peut-être on peut arriver à cet âge-là, et l'enjeu, c'est de le faire en bonne santé. On ne sait pas si on va pouvoir dépasser cet âge. Puis je pense que si on vivait tous jusqu'à 120 ans en bonne santé, je pense qu'entre guillemets, on aurait bien vécu. Ah, ce serait génial déjà. Voilà. Mais donc on est d'accord que on n'est pas en train de parler... Non, parce que je ne sais pas si tu connais le milliardaire américain qui a lancé le mouvement, Brian Johnson. Bon, lui, il y a les cash, il fait le truc à l'américaine. Lui, il parle de don't die. Alors comme ça, au moins, c'est... Mais c'est pas ça la démarche générale. Non. C'est plutôt juste de se dire, jusqu'au bout, on va vivre bien et puis on mourra dans notre sommeil. Oui, il y a toujours quelques transhumanistes qui vont se dire que oui, pourquoi pas, et puis peut-être que si on était éternel, ce serait mieux. Bon, voilà. En tout cas, c'est pas la démarche, et tous les développements qu'on met en place aujourd'hui, c'est plutôt pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, et en fait, ce qui est plutôt intéressant, je trouve, c'est que on se rend compte que tout ce qu'on fait, c'est qu'on reste jeune plus longtemps. Même si on utilise des petites molécules. À la fin, nos souris, effectivement, elles finissent par mourir, même avec 30% de vie en bonne santé en plus. On ne sait même pas de quoi elles meurent. Oui, elles meurent la vraie mort naturelle. Voilà, elles finissent par mourir. D'ailleurs, quand on regarde au fil des âges, depuis qu'on peut mesurer ça, en France, l'indice de mortalité en fonction de l'âge, on voit qu'on arrive à une courbe qui est en train de se rectangulariser, comme si on allait vivre sans mourir longtemps. Puis, oui, donc de toute façon, pour l'instant, c'est ça qui... Donc pour l'instant, on en est là. D'accord. On ne sait pas ce qui pourra se passer dans le futur, mais aujourd'hui, on est là. En tout cas, tous les progrès, puis il ne faut pas se le cacher, on dit souvent... oui, ces chercheurs, peut-être que voilà, ils veulent dépasser. Mais que fait la médecine depuis? Est-ce que c'est pas un but inavoué de la médecine? Bien sûr. Voilà, c'est vivre le plus longtemps. Parce que finalement, la médecine, elle essaie d'éviter la mort aussi, indirectement. Et donc, globalement, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. C'est vivre le plus longtemps possible en bonne santé, avec une limite pour l'instant qui est établie, qui est celle de Madame Calment. Ce serait déjà pas mal, comme tu dis. Ce serait déjà pas mal. Merci beaucoup Jean-Marc, c'était vraiment passionnant. Merci Monia.